Bienvenue au webinaire Simulation des pièces plastiques. Donc, faites le lien entre rhéologie et mécanique avec Simulia. Je suis Adrien Verly, consultant simulation chez Keonis. Alors, pour petit rappel, nous faisons des webinaires 2 fois par mois sur les sujets de simulation, de conception et de système engineering. Donc, n'hésitez pas à nous suggérer des sujets à aborder à l'adresse qui s'affiche en bas à droite. Pour rappel également, nous avons un petit site dédié à la simulation sur lequel vous allez pouvoir retrouver différents articles sur les solutions de simulation que nous distribuons et également le replay de l'ensemble de nos webinaires. Donc le sujet d'aujourd'hui concerne du coup le lien entre la partie rhéologique, donc la simulation d'injection, et la partie mécanique. Derrière, donc, je vais parler du coup de ce sujet-là. Je vais vous faire une petite démonstration d'une simulation d'injection plastique avec les solutions Simulia. Je parlerai ensuite d'homogénéisation en champ moyen et ensuite je vous montrerai comment faire le lien entre les résultats d'injection avec les calculs Abaqus. Pour finir, je vous montrerai un workflow intégré à la 3D Experience et je vous parlerai également d'un exemple sur des résultats de simulation, avec une petite conclusion à la fin. Donc pour commencer, les motivations sur ce sujet-là. Donc, premièrement, pourquoi la simulation d'injection? Donc, en fonction de votre responsabilité dans le cycle de vie du produit, vous souhaitez peut-être avoir les réponses à différentes questions. Si vous êtes ingénieur mécanique, vous pouvez vous demander est-ce que la pièce fabriquée répondra-t-elle à tous les critères de qualité? Par exemple, est-ce que la pièce produite correspond bien à la pièce conçue en termes de forme finale, mais aussi en termes de réponse mécanique? C'est un peu le point de ce webinaire. Si vous travaillez pour la production, vous voudrez peut-être savoir si la machine d'injection est adaptée à la fabrication de la pièce, par exemple parce qu'elle résiste bien aux forces de maintien nécessaires à l'injection et est-ce qu'elle est correctement configurée. Si vous travaillez sur le processus de fabrication, vous êtes intéressé par l'efficacité du cycle de production. Cela comprend évidemment les questions sur le temps de cycle, est-ce que la pièce va être complètement remplie, de combien de points d'injection ai-je besoin et où est placé, et également où placer les canaux de refroidissement et comment optimiser du coup mon temps de cycle avec tout ça. Donc la simulation d'injection permet de répondre à ces questions. Le deuxième point, c'est pourquoi la simulation mécanique en prenant en compte l'orientation des fibres. Donc pour augmenter la résistance et la durabilité des plastiques, des fibres sont souvent ajoutées à la résine en tant que raidisseur. Les propriétés mécaniques des plastiques renforcés en fibres présentent souvent donc une forte anisotropie qui dépend largement de la façon dont les fibres sont orientées. Lorsque les seuils et canaux d'injection ne sont pas soigneusement conçus, des défauts de fabrication tels que des lignes de recollement, des retassures et même des remplissages partiels peuvent être introduits et devenir des points de faiblesse. Si la pièce n'est pas correctement refroidie avant d'être éjectée hors du moule, l'effet de dilatation thermique peut donner lieu à une contrainte résiduelle importante et provoquer un gauchissement important de la pièce. Ces problèmes posent des défis uniques à la conception et à la fabrication de plastique renforcé de fibres. La méthode d'homogénéisation en champ moyen, que nous allons détailler par la suite, s'est avérée être une approche efficace en termes de calcul pour caractériser les comportements mécaniques des plastiques renforcés de fibres courtes. En tenant compte des propriétés des matériaux, des constituants individuels, ainsi que des fractions volumiques, des formes et de l'orientation des fibres, les comportements complexes des matériaux non linéaires au niveau macroscopique peuvent être caractérisés avec précision pour prédire les comportements structurels sous charge thermomécanique et ainsi évaluer les risques potentiels de fatigue ou d'échec. Au lieu des tests physiques et d'expériences coûteuses, la simulation de moulage par injection peut fournir des prédictions précises de la distribution de l'orientation des fibres, de la température d'éjection et des contraintes résiduelles utilisées pour l'homogénéisation en champ moyen. C'est la raison pour laquelle nous devons simuler le processus d'injection et d'autre part intégrer les informations d'orientation des fibres dans les données des matériaux pour la simulation mécanique. Alors, afin de valider le comportement mécanique d'une pièce plastique injectée par la simulation, certaines étapes sont nécessaires. Tout d'abord, la pièce doit être conçue à l'aide d'un modeleur géométrique. Ensuite, la simulation du processus d'injection peut être directement mise en place. Les résultats de cette simulation sont à la fois utiles pour valider le processus d'injection et pour récupérer les données d'orientation des fibres. Un maillage structurel est alors créé afin de mettre en place le scénario mécanique et à l'aide d'un processus dédié, l'orientation de fibres est mappée sur le modèle d'éléments finis, nouvellement créé. Ensuite, afin de simuler le comportement mécanique de la pièce, avec les données matérielles les plus réalistes possibles, on va utiliser ces données.
Des capteurs de résultats peuvent être ajoutés aux simulations afin que plusieurs configurations du processus d'injection puissent être comparées. Voilà, c'est un petit récapitulatif sur ce que je vais vous montrer, entre autres, dans ce webinaire. Donc, je vais commencer par une petite démonstration rapide de simulation d'injection plastique réalisée dans la plateforme 3D Experience à l'aide de l'application Simulia Plastic Injection. Alors, à l'aide de l'assistant, les pièces qui contribuent sont sélectionnées. Je sélectionne d'abord ici la pièce représentant la cavité plastique, puis les systèmes de refroidissement. Le matériau étant ici défini dans le modèle géométrique, il n'est pas nécessaire de le redéfinir. Passons maintenant aux paramètres de processus. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons définir toutes les options de simulation de remplissage, de compactage et de refroidissement. Dans la fenêtre récapitulative, vous avez une description du temps de cycle. Nous pouvons maintenant définir l'emplacement des points d'injection. En cliquant sur la face, la position du premier point d'injection est définie et nous pouvons définir le diamètre du seuil. L'emplacement des points d'injection influencera l'orientation des fibres et donc le comportement mécanique. La même opération est répétée pour le deuxième point d'injection au coin opposé de la pièce. Ensuite, le système de refroidissement est configuré grâce à l'assistant. Une des entrées du liquide de refroidissement est sélectionnée. L'outil propose des options par défaut pour la température et la vitesse du fluide. L'opération est répétée pour les autres entrées et j'utilise un processus similaire pour configurer les sorties. La simulation peut maintenant être exécutée. Des jetons intégrés sont disponibles pour lancer la simulation localement jusqu'à 8 cœurs. L'autre possibilité est d'utiliser les capacités du cloud Dassault Systèmes pour tirer parti de la puissance HPC. Avant d'exécuter la simulation, examinons le maillage. Donc le maillage est généré automatiquement, mais en cas de besoin spécifique, il est possible de le revoir et de le modifier. La taille de maillage est automatiquement proposée en fonction de la taille de la pièce. Voilà. Et en examinant le maillage de la cavité, nous pouvons voir qu'un maillage à 2 couches limites est créé par défaut. Ceci est destiné à générer un maillage avec au moins 5 éléments dans l'épaisseur qui garantit des résultats de haute qualité. Pendant que la simulation est en cours d'exécution, donc là je la relance, un moniteur peut être utilisé pour contrôler la bonne progression de la simulation, de compactage, de refroidissement, évidemment de remplissage et de déformation. À la fin, les résultats sont disponibles. Examinons d'abord l'animation de remplissage. La cavité du moule est remplie par la matière plastique. L'avancement du front de fusion est utile pour examiner le remplissage du moule et pour vérifier les zones de remplissage incomplètes potentielles. Avec le panneau dédié, nous pouvons passer à d'autres résultats. Une liste complète des résultats est disponible. Par exemple, la facilité de remplissage donne une information sur la capacité de la machine d'injection à remplir cette pièce. La contribution par point d'injection indique de quel point d'injection le matériau provient. Nous pouvons également regarder les lignes de recollement et vérifier les marques de dépression, les sync marks. Une marque de dépression est un rétrécissement local du matériau qui peut provoquer un défaut visuel. Ensuite, l'orientation des fibres dans le plastique peut être également visualisée. Les fibres sont principalement alignées avec le flux de matière mais peuvent être orientées de manière aléatoire, par exemple près de la ligne de recollement. Un autre résultat intéressant est le gauchissement après refroidissement. Il est ici amplifié à des fins de visualisation. Enfin, les forces de serrage nécessaires pour maintenir le moule fermé pendant le remplissage peuvent être tracées. Donc voilà, c'était une démonstration un peu rapide, mais qui permet d'avoir un aperçu de ce qui se fait dans la plateforme. Je vais parler maintenant du coup de la partie homogénéisation en champ moyen. Donc le principe de l'homogénéisation, c'est de faire une modélisation multi-échelle. Donc c'est de prédire le comportement des matériaux au niveau macroscopique en utilisant les informations à plus petite échelle. Donc ces informations sont communiquées entre les échelles grâce à ce qu'on appelle un RVE, un volume élémentaire représentatif, donc de deux manières, soit upscaling pour prédire les comportements des matériaux au niveau macroscopique en utilisant les propriétés des constituants à des échelles plus petites, ou downscaling pour prédire l'état des constituants au niveau microscopique, donc les contraintes et déformations, en fonction des déformations de niveau macroscopique. Donc l'homogénéisation appliquée au RVE est basée sur des solutions analytiques. Cela permet d'avoir une bonne approximation des contraintes et de la déformation moyennée sur le volume pour chaque constituant au niveau macroscopique et microscopique. C'est une approche qui est efficace en termes de calcul, en termes de temps de calcul derrière, et on va pouvoir
prédire des comportements linéaires et non linéaires avec différents types de formulations et de lois derrière. Alors comment s'implémenter dans Abacus standard? Donc c'est une fonction qui existe depuis quelques versions maintenant. Vous allez pouvoir, en termes de constituants, rentrer une matrice. Vous allez pouvoir inclure des vides et différents types d'inclusions. Donc les vides et les inclusions peuvent être de forme cylindrique, cylindrique elliptique, sphérique, ellipsoïde, dalle, sphéroïdale et forme de penny, donc forme de pièce, là, un cylindre très plat. Vous avez différentes formulations d'homogénéisation qui sont disponibles. Donc SLB, Voigt, Mori Tanaka par exemple, qui est très connu aussi pour tout ce qui est justement la partie fibre courte, aérologie derrière. Et tout ça c'est basé sur un tenseur de concentration qui va être calculé à l'aide des formulations d'homogénéisation choisies précédemment. Et donc le vecteur d'orientation spécifié par l'utilisateur, on peut spécifier un vecteur d'orientation manuellement ou on peut le spécifier directement via un tenseur de notation du second ordre qui est importé, qui vient justement de la simulation de rhéologie. Vous pouvez du coup post-traiter les sorties au niveau des constituants, donc c'est intéressant, vous allez pouvoir regarder les contraintes dans les fibres, dans les matrices, etc. Et pour étalonner vos modèles, vous pouvez le faire à partir de modèles FE-RVE, donc Finite Element RVE. Il y a un plugin disponible dans Abacus pour faire cela. En termes de mots-clés, vous allez retrouver des mots-clés principaux qui sont donc Midfield Homogenization. Vous allez retrouver les mots-clés constituants avec la partie matrice et l'inclusion ou les différentes inclusions que vous allez avoir dans votre modèle. Et ensuite, en termes de sortie, vous allez pouvoir faire un élément output de type micromechanics. Le point intéressant de tout ça, c'est les matériaux qui peuvent être utilisés pour les différents constituants. Donc évidemment, vous allez retrouver la densité, vous allez retrouver l'élasticité linéaire, mais également tout ce qui va être plasticité, viscoélasticité, expansion thermique et également une force importante, c'est tout ce qui va être rupture et endommagement des matériaux, donc de la fibre derrière, et y compris vous pouvez le définir avec des routines utilisateurs. Donc c'est un point important si vous avez des choses spécifiques à coder en termes de rupture et d'endommagement. Alors maintenant, comment on va pouvoir lier les résultats d'injection avec les calculs Abacus? Tout simplement, vous avez depuis pas très longtemps des capacités de mapping importantes dans Abacus, donc avec des algorithmes conservatifs qui vont permettre de mapper des champs à différents endroits. Donc vous allez pouvoir mapper des nœuds, par exemple pour des températures, des déplacements, etc. Vous allez pouvoir mapper des valeurs sur les centroïdes des éléments, et également sur les points d'intégration, par exemple des contraintes résiduelles ou ce genre de choses derrière. Vous avez différents algorithmes disponibles pour le mapping des quantités à la fois tensorielles et scalaires. Donc c'est composants de valeurs propres, invariants, c'est des méthodes qui sont disponibles pour faire ça. Et comment on importe ces données? C'est à partir d'un fichier SIM. Donc le fichier SIM, c'est un format qui est généré directement par la 3D Experience ou également par Abacus. Vous avez les options quand vous lancez Abacus Solver de générer l'ODB, le point SIM ou les deux. Et donc si jamais vous voulez récupérer des données qui viennent d'un autre code de simulation, il y a une API Python qui permet de convertir les fichiers tiers en point .sim. Donc il y a un exemple dans une des questions-réponses sur la base de connaissances de ce système. L'utilisation dans Abacus, au final, elle est assez simple. Vous allez utiliser essentiellement la commande external field avec le nom du fichier .sim. Si je veux importer les orientations de fibres, il va falloir spécifier ici le champ qu'on appelle Oritens. Mais pareil, on pourrait faire la même chose pour des températures, des contraintes résiduelles, etc., des déplacements ou autres avec cette fonction-là. Et donc on retrouve également différentes commandes comme le field mapper control ou field operation par exemple qui permet de placer votre maillage source par rapport au maillage cible. Typiquement, vous avez fait une simulation dans un repère donné et vous voulez déplacer la pièce, ça se fait via le field operation. Donc, pour faire le lien entre la partie injection plastique et le calcul mécanique, il va falloir mapper différentes quantités. Donc les températures sorties de moule
pour calculer correctement la déformée de la pièce suite à la sortie du moule, hein, tout ce qui est contraintes résiduelles, et également, donc la partie qui nous intéresse pas mal, c'est les orientations de fibres. Donc j'ai un exemple ici en haut, vous voyez les orientations de fibres sur la partie calcul injection plastique et les orientations qui sont mappées sur le calcul ici mécanique. Puisque du coup il y a deux maillages différents entre les deux simulations. Alors, donc je vous ai montré qu'il y avait, on pouvait faire ça du coup avec Abaqus, mais récemment il y a également un workflow qui a été intégré à la 3D Experience, donc qui permet du coup assez simplement via une petite interface de mettre ça en données. Donc c'est vrai que le processus actuel de l'industrie ne dispose pas d'une solution intégrée de bout en bout, et afin de mener à bien ce processus, divers outils de conception et de simulation sont souvent nécessaires, avec une gestion manuelle des données sur différentes plateformes, ce qui ajoute du temps et des coûts de développement inutiles. Pour résoudre les défis, donc un flux de travail intégré a été développé pour modéliser les plastiques renforcés de fibres avec des modèles multi-échelles basés sur la méthode d'homogénéisation en champ moyen, c'est ce qu'on a vu juste avant, et ce flux de travail comprend donc la conception de la pièce et de moule, la simulation de moulage par injection plastique et la simulation mécanique intégrée via l'automatisation des processus. Donc c'est ce qui est fait ici. J'ai un process qui m'intègre l'ensemble du processus. Donc ces dispositifs représentent le flux de travail utilisé pour cartographier la distribution de l'orientation des fibres extraites des résultats de la simulation d'injection plastique sur le modèle de simulation mécanique, ainsi que les champs de température et de contraintes résiduelles. Donc ce flux de travail intégré peut aider à améliorer la qualité des produits et à réduire le temps et les coûts de développement. Donc cependant, comme je disais, il est tout à fait possible de réaliser ce processus en utilisant les fonctions Abaqus vues précédemment. Donc ensuite, j'ai des petits exemples de résultats. Donc c'est le même modèle qu'on a vu pendant ce webinaire. Donc on va regarder tout simplement, on va comparer le comportement de la pièce injectée avec un ou deux points d'injection. Donc j'ai fait deux calculs, un premier qui est un calcul statique avec une charge de pression appliquée pour comparer la résistance, et un autre calcul avec une analyse modale pour comparer les fréquences propres de la pièce. Donc dans l'image dans le coin supérieur droit, nous pouvons voir les différences de la distribution de l'orientation des fibres entre les deux modèles. Donc on voit ici la position des points d'injection en premier, une petite image du remplissage, et du coup l'orientation des fibres qui est différente pour les deux cas. Donc les résultats de l'étape statique avec charge de pression peuvent être comparés à l'aide du widget Performance Trade-off dans la plateforme, hein. Il y a un examen rapide de la distribution des contraintes met en évidence une différence sur l'emplacement des contraintes les plus élevées. On voit ici sur le point d'injection, j'ai des valeurs un peu plus importantes au niveau du centre. Quand j'ai une simulation avec les deux points d'injection, je vois ici que je peux avoir au niveau des coins des valeurs plus importantes que sur la simulation avec un point d'injection. Donc le déplacement maximal est également plus important pour le modèle à deux points d'injection, ce qui signifie que le modèle à un point d'injection est plus rigide. C'est ce qu'on voit ici dans la comparaison faite dans le widget Performance Trade-off. Ceci est confirmé par l'analyse modale qu'on va voir sur la diapositive suivante. Donc la fréquence des premiers modes propres est comparée avec un modèle matériau isotrope, donc on va dire une loi classique utilisée pour un matériau plastique, hein, vraiment isotrope, homogénéisé à la main, on va dire, hein, sans prendre en compte l'orientation des fibres. Et ce qu'on peut analyser du coup, c'est que les fréquences naturelles des modèles avec prise en compte de l'orientation des fibres est inférieure, avec une différence entre 6 et 8% par rapport à ce modèle. Donc cette différence peut être dommageable si les fréquences rencontrent un mode d'excitation d'une machine tournante par exemple, ce qui pourrait entraîner une résonance ou une destruction de la pièce. Donc voilà, c'est deux petits résultats comparatifs, hein. C'est intéressant de voir que l'orientation des fibres va vraiment modifier le comportement du modèle mécanique derrière. Donc voilà, pour conclure sur ce webinaire, donc l'orientation des fibres doit être prise en compte pour prédire un comportement mécanique réaliste. C'est vraiment le point important qu'il faut retenir, hein. Abaqus possède des capacités permettant de prendre en compte les résultats d'une simulation d'injection avec deux techniques, hein. Il y a la partie homogénéisation en champ moyen linéaire ou non linéaire, et tout ce qui est mapping
de grandeur scalaire ou tensorielle, hein, derrière. Et donc un workflow intégré a été développé dans la 3D Experience qui vous permet une continuité digitale et une solution clé en main avec possibilité de résoudre également les calculs dans le cloud. Donc pour finir ce webinaire, Kionif, nous sommes là pour vous conseiller, vous aider, vous supporter, vous former sur les différents logiciels d'Assosystem. Donc n'hésitez pas à nous consulter si vous avez besoin de nous. Si vous voulez poser des petites questions dans l'interface, il y a normalement une petite fonction dédiée, donc n'hésitez pas. Le prochain webinaire qui va avoir lieu donc le 15 juin concerne la conception d'un produit mécatronique en utilisant la simulation système, donc 0D, 1D, associée à CATIA dans la 3D Experience. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, il sera un peu plus long que d'habitude et commencera un peu plus tôt. Donc, il commence à 11 h et durera 45 minutes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire. Donc j'ai maintenant la partie questions-réponses. Alors j'ai une première question. Est-ce qu'il est possible de récupérer l'orientation des fibres venant d'un logiciel d'injection autre que la plateforme comme Molflow? Alors oui, c'est possible. Comme indiqué dans un des slides, il y a une API Python là, qui permet de convertir un format de fichier tiers en .sim. Et justement, l'exemple de la QA, la question-réponse, c'est justement avec Molflow. Voilà. Alors, est-ce que les capacités de mapping peuvent être utilisées entre résultats Abacus pour mapper, par exemple, des contraintes? Oui, en effet, c'est possible. Il suffit de demander le fichier de sortie .sim lors de l'exécution du calcul Abacus. Donc, c'est des fonctions qui sont purement Abacus, hein, vous pouvez les utiliser sans problème. Il y a même des exemples dans la documentation sur tout ce qui est, par exemple, submodeling avec ces capacités de mapping. Donc, on vient ici mapper des déplacements, entre autres. Hein. J'ai une troisième question. Depuis quand ces fonctions sont-elles disponibles? Alors, c'est une bonne question. C'est des fonctions qui sont assez récentes. Donc, pour bénéficier de toutes ces capacités, je vous invite à installer la dernière version. Donc, actuellement, c'est la version 2021 FD06. Hein. Il y a des nouveautés que j'ai présentées qui sont assez récentes, hein, qui datent de la 2021 FD03 par exemple. Voilà, n'hésitez pas à installer cette dernière version pour profiter de tout cela. Alors, j'ai une autre question concernant la simulation d'injection et notamment le refroidissement. L'écoulement du fluide dans les canaux est-il simulé complètement? Donc, calcul transfert thermique convectif complet, ou bien est-ce un modèle simplifié avec des coefficients d'échange? Alors non, c'est modèle, c'est bien un modèle complet hein, avec une résolution fluide au niveau des canaux d'injection. Alors, je vois pas d'autres questions. Au final, j'étais assez rapide pour ce webinaire. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. Et du coup, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et à bientôt. Merci à vous pour la participation. Bonne journée.